Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end. Écoutez, ici tout va pour le mieux, on fait un débrief un peu plus tard que prévu lundi soir, voilà, certains matchs se sont déjà déroulés il y a 3-4 jours, voilà, avec notamment le PSG Nice, mais je me disais, évidemment on va pas abandonner le débrief Ligue 1, ça me tient à cœur de le faire, donc même si on est un petit peu en retard, mais c'est aussi bien de pouvoir, voilà, peut-être un petit peu être à tête reposée, de regarder attentivement ce qui va se passer en haut et en bas, parce qu'évidemment, vous le savez, on est pleinement engagé dans cette course à la Ligue des Champions, avec aussi le maintien qui va nous concerner. Vous le savez, voilà, malheureusement, les dimanches soirs, je peux plus trop le faire parce que je commente des matchs. Donc hier, on était avec Braque sur le Marseille-Brest. Juste après, à l'hôtel, je me suis dit, bon, j'ai quand même amené du petit matériel et tout pour pourquoi pas streamer. Et malheureusement, ça l'a pas fait parce que voilà, la connexion était bonne, mais c'était plutôt le son qui était un peu défaillant. Et je me voyais pas. C'est pas chuchoter parce qu'évidemment dans un hôtel voilà on peut pas hurler, mais même en parlant avec une bonne voix, le son avec le casque était pas assez percutant, assez fort. Donc je me suis dit, voilà, écoutez, je vais rester sur l'idée de faire un stream le lundi, sauf que, bah, vous le savez, hors-jeu a été décalé un peu plus tôt que prévu, parce qu'évidemment, il y a de la Kings League, il y a de la e-Ligue 1. En plus, j'ai remplacé Braque à l'animation, donc j'étais concentré sur le conducteur, la préparation de l'émission, mais je me suis dit, on rentre tranquillement à la maison, on va aller sur évidemment un bon petit débrief avec la commu qui est là, qui est présent. Évidemment, je salue Exotix, j'espère que ça va, ce sous-chat modératrice toujours en poste. Tits, Lemonhead, Yix qui nous dit salut Cyprien, le grand Eugénis va aller en LDC. Alors, c'est toujours la même équation, hein. Et je pensais que Nice serait beaucoup plus en galère, et bravo à Franquès et son groupe de toujours être en course, parce qu'on avait vu une série un peu désastreuse, et là, gagner au parc, c'est quand même le genre de match qu'on n'attendait pas forcément, et du coup, bah, on est toujours sur la même donnée. 3 places pour 6 équipes, et ça va être extrêmement tendu jusqu'au bout, avec Lille-Marseille la semaine prochaine, le Monaco-Lyon dans 2 journées qui va être tout aussi terrible, et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Dame Sophos qui dit tu regardes pas la finale U19 de la LDC. Ah désolé, moi je rattraperai ça parce que j'aime bien regarder la Youth League, mais évidemment je ne manquerai pas de voir la jeunesse catalane ou turque briller, donc ça je vais me le faire tranquillement en replay, mais on jette toujours un petit coup d'œil là-dessus. D'ailleurs, merci à vous parce que la vidéo sur Max Doman, jeune joueur d'Arsenal, a très très bien marché. Donc voilà, je teste des nouveaux formats, c'est une vidéo plus courte que d'habitude parce que moi je vous envoie des pavés, hein. Moi mes vidéos YouTube souvent c'est les résumés, les débriefs Ligue 1, et ça fait 1 heure et demie, donc c'est quelque chose de pas simple à digérer, et on verra. Je suis plutôt content aussi de faire des formats un peu plus courts, et bah, du coup j'ai eu pas mal de très bons retours. Natsu en plus que j'ai pu avoir en intervenant a aussi régalé, donc merci à vous. Il y en a d'autres qui vont arriver un peu plus tard. Salut Rémi, ça va? Tu rappelles que tu as dit que Rossignor allait sauter en premier dans un entraîneur, je suis trompé juste sur ça. Non, il y a aussi ma take, Toulouse jouera l'Europe. Malheureusement, en janvier-février, on pouvait encore y croire, et là, le TFC est en roue libre totale. Ils n'ont même pas encore assuré mathématiquement leur maintien. Donc bon, ça, je suis vraiment désastreux. C'est vrai que Rosseignor, je ne voyais pas Strasbourg grandir aussi vite. Je ne voyais pas Strasbourg aussi stable. Donc chapeau. Après, bah voilà. De toute façon, c'est ce qu'on dit toujours, hein, c'est le jeu des pronostics. On se trompe pas, on va pouvoir flex sur certaines choses, d'autres on va être catastrophique. Enfin, tu vois, j'avais annoncé West Ham, pourquoi pas West Ham en Europa League, en PL, et là ils sont 17ème, enfin ils sont désastreux cette saison. Donc voilà, il y a d'autres choses qui ont plutôt bien marché et d'autres qui sont pas allées dans mon sens, et voilà, on continuera parce que on est là aussi pour s'amuser, pour divertir le peuple. Et j'avoue, Rosseignor, chapeau à lui. D'ailleurs, il a prolongé son contrat, donc excellente nouvelle pour les Strasbourgeois, parce qu'on pouvait se dire qu'un coach qui réussit comme ça, bah, il pourrait forcément être courtisé par certains clubs, et au final, bah, il va poursuivre sa mission, et ça c'est très positive. Est-ce que pour toi, Scipion, le 0-4 de la GIA à Bollard est anecdotique? Non, il n'est pas anecdotique. D'une part, pour Lens, ça la fout mal parce que ça a été une défaillance collective quand on a rarement vu cette saison, et même si Lens n'a plus grand-chose à jouer, ça fait jamais plaisir de perdre 4-0 à domicile, et ça peut remettre en cause certaines choses, même si c'est qu'un match, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments, notamment la performance défensive, qui m'ont inquiété. On reviendra là-dessus. Et du côté de la GIA, je l'ai dit sur Twitter, mais chapeau à la GIA, parce qu'en tant que promu, déjà, ils avaient fait une belle première partie de saison. La deuxième, bon,
vais pas dire qu'ils sont rentrés dans le rang, mais ça a été peut-être un peu plus irrégulier, mais au final, c'est un maintien acquis pépère. Ça peut être une première partie de tableau. T'as des joueurs qui se sont révélés comme Kevin Danois et Clément Akpa. T'as des joueurs qui ont très bien performé en Ligue 1, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, comme Donovan Léon et Gaëtan Perrin. T'as un joueur qui est aussi voilà, un international comme Ahmed Junior Traoré qui nous a régalé. Donc moi, j'aime bien quand les clubs qui remontent dans l'élite ont un projet sain, ont bien travaillé, et ça m'a l'air d'être le cas de la JOCR. Parlons du trait générationnel Amine Gouiri. Bah ouais, justement, les gars, on va aller petit à petit sur le débrief. Ce qui est bien, c'est que là, je vois que la tendance, elle a changé. Hein. D'habitude, les premières questions, on m'attrape toujours sur Bordeaux. Là, vous avez bien compris que Bordeaux, faut plus me parler de ça, les Girondins. Je laisse tomber. On va rester en 4ème division. Je vais encore me faire chambrer tous les lundis par Bruce et toute l'équipe d'hors-jeu. J'ai la flemme, les gars. C'est encore un échec de la part de Gérard Lopez. Alors, Gérard Lopez, c'est quand même le mec qui a la meilleure vie. Hein. Dans la même semaine, il peut se faire épingler parce qu'il ne paye pas les factures d'électricité. Le stade de Boavista n'a plus d'éclairage. Et dans la même semaine, il peut gagner une course automobile. Voilà, c'est un petit peu... C'est une vie... à part pour le Raikkonen du Grand-Duché du Luxembourg qui nous régale dans ce sens. Mais oui, comme tu le dis, Tits, évidemment, s'il y a un vaincu, c'est qu'il y a un vainqueur. Et normalement, le Stade Briochin devrait monter. C'est un club qui avait réalisé un très beau parcours en Coupe de France, qui avait battu Nice et qui va capitaliser là-dessus. Et je suis content parce que là, c'est vraiment le mérite qui parle. Le terrain et le Stade Briochin, il n'y a rien à dire. Bordeaux a pas bien travaillé. Bordeaux a donné des gros salaires. Bordeaux a encore fait... des erreurs que ce club avait déjà commis par le passé en Ligue 1, en Ligue 2, et ça commence à bien faire de voir une succession d'échecs et d'avoir toujours la même personne à la tête du club sans que rien ne bouge. Donc voilà, moi j'en avais déjà certitude. Après, vous connaissez ma position, Bordeaux c'est le seul club que je supporte. C'est relou d'être pris comme ça entre deux eaux, entre le fait de se dire t'as un propriétaire qui est un escroc et qui fait pas grand chose, et de l'autre t'as le club que tu supportes qui est sur le terrain, tu vois. Et là honnêtement... moi j'en suis désormais persuadé, je l'étais déjà avant, mais tant que Gérard Lopez sera là, Bordeaux ne pourra rien espérer de bon. Faut qu'il parte, faut qu'on tourne la page, faut que lui-même reconnaisse que voilà, ça marchera jamais avec lui et en laisse que ce soit Oliver Kahn ou un autre. J'ai pas la garantie qu'Oliver Kahn marche mieux, mais je pense que l'ère Lopez, il faut qu'elle s'arrête. Ça va faire 4 ans qu'il est là et il y a très très peu de choses positives. Il y a même la réserve qui va descendre. Enfin, c'est vraiment à tous les étages, ça aurait été un échec. Donc voilà, il est grand temps qu'on avance et qu'on connaisse un nouvel élan, parce que sous sa direction, ce ne sera pas le cas. J'ai bien l'impression, les amis, qu'il est l'heure de se tourner petit à petit vers cette Ligue 1, et j'affiche directement ce qui nous intéresse le plus, à savoir le haut de tableau. Voilà, 6 équipes en 4 points. Ce qui était bien en plus, c'est qu'on a eu un scénario où Lille, qui était 7ème hier matin, s'est retrouvé provisoirement 2ème. Donc vous pouvez voir qu'il y a vraiment une hiérarchie très mouvante et que le moindre faux pas peut coûter cher. Et quand on parle de faux pas, attention à l'AS Monaco. Attention à l'AS Monaco, parce qu'on regarde la ligne tout à droite, il n'y a que du vert, tout le monde a gagné. Marseille, Lille, Lyon, Nice, Strasbourg. Il n'y a que l'ASM qui s'est pris les pieds dans le tapis. Un match un peu insipide, un peu indigne de son niveau contre le Havre. L'OF qui a bien géré, qui a bien défendu, qui a su ouvrir le score. Monaco égalise par Mika Biarrette, et puis plus grand chose. Et sincèrement, ça peut être compliqué, parce que Monaco du coup recule à la 4ème place, n'est plus directement qualifié en Ligue des Champions. On rappelle, 2ème, 3ème directement en LDC, 4ème barrage, 5ème et peut-être 6ème en Europa League si le PSG gagne la Coupe de France contre Reims, et potentiellement 7ème ou 6ème en Conference League selon le scénario de la finale. Qu'est-ce qu'on a à dire sur Sprint Villa? J'adore, c'est vrai que j'ai pas affiché le Paris Saint-Germain, j'ai coupé, mais voilà, on sait que le PSG est tout en haut, 78 points, qu'il n'y a plus trop de suspense pour le titre depuis pas mal de temps en Ligue 1, ils ont tué ça, mais c'est bien toujours d'avoir un petit peu ce feuilleton haletant, parce qu'on l'a au moins. C'est vrai que ça nous donne un scénario assez dingue, où tout le monde peut être en Ligue des Champions, en Europa, en Conférence. Il y a des équipes qui ont leur destin entre leurs pieds, parce que si Marseille gagne tout, si Monaco gagne tout, ça fera 2 équipes qui seront en Ligue des Champions. Pareil pour le LOSC. Par exemple, des équipes comme Strasbourg-Nice, elles peuvent tout gagner, mais elles peuvent être aussi dépendantes des résultats des autres. Et c'est vrai qu'on a la 32e journée, on aura encore pas mal de matchs. On va dire commencer un coup près. Forcément, ce Lille-Marseille qui va arriver, il va être hyper prenant. On a également
le Saint-Étienne-Monaco qui peut être assez dangereux pour les Monégasques parce que Saint-Étienne à domicile c'est quand même pas mal du tout. Donc attention, t'as Strasbourg, tu fais bien de le dire. Strasbourg-PSG, maintenant que voilà l'invincibilité est tombée, mais on sait que le PSG a une très très belle série d'invincibilité à l'extérieur en Ligue 1. Est-ce que Luis Enrique il a pas envie de continuer ça? Mais t'es entre les deux matchs d'Arsenal, donc ça peut être assez fou. Et Lyon, de son côté, affronte le RC Lens, qu'on a pu le voir un petit peu plus tôt, enfin on a pu en parler, hein, mais un RC Lens qui est pas en vacances, parce qu'ils avaient gagné contre Brest, mais là, sincèrement, c'était en roue libre. Alors attendez, on va aller sur les calendriers exacts de chaque compétiteur. Donc on rappelle que Marseille va à Lille, va au Havre et reçoit Rennes. Donc 2 déplacements, 2 matchs, on va dire, fortement en jeu. Lille, concurrent direct, Le Havre pour le maintien, et ensuite un Rennes qui a subi une grosse défaite contre l'Olympique lyonnais. Lille, du coup, ça nous fait un match contre Marseille, réception, 2 réceptions, avec Reims également, Reims qui n'est pas encore assuré son maintien, un déplacement à Brest qui est jamais évident, mais un Brest qui aura plus grand chose à jouer. Donc là, c'est vrai que 2 réceptions comme ça, contre dans des matchs en jeu, ça peut aussi profiter aux Lillois. Monaco, ça dit quoi? Monaco, du coup, c'est Saint-Étienne, c'est Monaco et c'est Lens, c'est 2 déplacements. Saint-Étienne qui joue le maintien, Lyon adversaire direct, et Lens, on sait qu'il y avait eu des épisodes fâcheux par le passé, donc attention à ça. Ensuite, il y a d'autres calendriers qui sont évidemment très importants. Ceux de l'OL avec l'Olympique Lyonnais qui va donc affronter Lens semaine prochaine, puis déplacement à Monaco et Angers, donc 2 réceptions. C'est vrai que Lyon, pareil, hein, si tu bats Monaco, normalement, tu devrais être mathématiquement en Ligue des Champions. Donc c'est eux aussi qui ont un gros coup à jouer. C'est vrai que sur les dynamiques, même si on sait que la semaine précédente a été un peu cauchemardesque, l'élimination plus que lunaire à Old Trafford, la défaite dans le derby avec les circonstances qu'on connaît, le fameux carton rouge annulé pour Stassin, mais voilà, en termes de révolte, enfin pas forcément de révolte, mais voilà, de réaction, le match de Rennes te montre que l'OL est totalement concentré sur ce sprint final. Nice 6ème, du coup, qui a peut-être, ouais c'est vrai, le calendrier le plus abordable, parce que finalement, t'as pas d'adversaire direct, t'as du Reims, t'as un déplacement à Rennes qui du coup a beaucoup de mal contre les équipes de la première partie de tableau. T'as la réception de Brest, t'as 2 réceptions. Après méfiance parce que Reims, typiquement pour moi c'est l'équipe qui peut leur poser des soucis par leur jeu, et Reims n'a pas encore assuré son maintien. Mais c'est vrai qu'au niveau de la série, on a vu un Nice qui a perdu beaucoup de plumes. La défaite contre Lyon, le nul contre Auxerre concédé dans le temps additionnel avec le but de Florian Hayé, la défaite à Monaco, ils n'ont pas été au niveau, la défaite à domicile contre Nantes, là on s'est dit attention, et finalement à Strasbourg, t'étais mené 2-1, t'égalises à la dernière minute. Ce but de Youssouf N'Doye, si Nice est en Ligue des Champions, potentiellement, ce sera grâce à ce but. Sincèrement, je pense qu'ils pourront beaucoup se reposer là-dessus. Et puis, on va voir ce que ça va donner, mais on va revenir évidemment sur cette victoire au Parc. Mais c'est vrai que c'est le match qu'on n'attendait pas forcément comme performance. On sait que Nice l'a déjà fait l'an dernier sous Farioli, allait s'imposer également sur la pelouse du PSG, notamment un terrain Mofi qui avait été incroyable. Mais là, pour le coup, c'est vrai qu'on a peut-être des confrontations plus abordables, moins tendues, à voir ce que ça peut donner, mais ça peut être aussi une pression. Nice qui doit faire le jeu, Nice contre des blocs bas, ça peut être un petit peu dangereux. Et Strasbourg, c'est vrai que Strasbourg aussi, il est intéressant parce que tu as que des matchs en jeu, donc le PSG, même si le PSG est déjà champion, a perdu son invincibilité, attention, parce que je vous l'ai dit, il y a cette série à l'extérieur, mais c'est entre 2 matchs de LDC. Quelle sera la compo alignée par Luis Enrique? Parce que si on voit du Kang Lee, du Zaïre Emery, du Beraldo, même Gonzalo Ramos devant, bon, ça reste une équipe très compétitive, mais est-ce que ces gars-là peuvent rivaliser face à Strasbourg qui est en pleine bourre, qui n'a pas perdu depuis 11 matchs je crois. Enfin la série Strasbourg là elle est quand même bluffante quoi. Là ça fait là, depuis le fameux match à Rennes, t'as battu Montpellier, tout le monde le fait ça. T'as gagné à Lens, t'as pas perdu contre Brest, t'as gagné à Auxerre qui est pas évident, t'as gagné à Nantes, t'as battu Toulouse, t'as battu l'OL après par mi-temps où t'étais vraiment dominé et t'as fait le truc. Et finalement tu regardes, les regrets c'est là, c'est contre Nice, parce qu'avec 2 points de plus, ce Strasbourg-là pourrait être vraiment dans la course. C'est là où ça peut se jouer. Alors oui, Lens, est-ce que c'est fini? Bon, Lens très clairement, hein. Il reste 3 journées.
Il y a 9 points d'écart entre Strasbourg et Lens, moins 2, 13. En gros, il faudrait que Lens gagne tous ses matchs 2-3-0 et que Strasbourg les perd tous sur à peu près le même score. Donc non, il n'y aura pas de match les mardis, mercredis ou jeudi soir pour les Lensois. Je pense qu'il faut faire une croix là-dessus. Hein. faut l'oublier définitivement pour nos amis les corons. Comme je vous le disais, c'est vrai que c'était un week-end encore une fois riche, hein, avec beaucoup de matchs intéressants, j'ai trouvé. On va aller juste sur, bien sûr, celui que j'ai commenté avec mon acolyte Braque, ce petit Marseille-Brest avec Amine Gouiri, le chef-d'œuvre, le but sublime à la 45e minute, ce retourné, cet enchaînement qui était vraiment bluffant. Ce qui était bien, c'est que je trouve que Brest a posé des soucis dans l'entame, a égalisé sur coup de pied arrêté. Ils ont gagné beaucoup de seconds duels. Dans l'agressivité, il y a eu quelques cartons jaunes. Ouais, c'est vrai que ça a été pas mal distribué de la part de Madame Stéphanie Frappard. Et finalement, ce Brest-là n'était pas forcément en vacances sur l'entame. Après, voilà, ils se sont fait dominer parce que Eric Roy en a parlé. Hein. T'as du talent individuel qui est juste fou, hein, côté marseillais, parce qu'on ne cessera de le rappeler, mais quand tu peux avoir du Gouiri, du Rabiot, du Greenwood, même Luis Enrique que j'ai trouvé pas mal, Balerdi, le retour, c'est vrai que cet OM-là, même si on ne cessera de le répéter, hein, c'est une équipe où on sait que le souci c'est qu'il y a vraiment trop de culture de l'instant, c'est que chaque résultat va être une vérité absolue, tu gagnes, c'est la fête, tu perds, t'as envie de descendre tout le monde, non. Je pense qu'il faut un petit peu redescendre et se rendre compte que l'OM fait une belle saison. Il y a une petite déception parce que je pense que par rapport à certains résultats et une dynamique qui a été un peu plus fluctuante en mars-avril, je pense que l'OM n'aurait pas dû être à 20 points du PSG. Ils vont retourner en Italie, ouais, le fameux Retiro emmené par De Zerbi avec cet hôtel à Rome pour se mettre au vert, loin de l'agitation du centre Robert Louis Dreyfus, mais ça leur a profité parce que finalement ça fait un beau succès. Et voilà, moi l'OM, il y a certaines choses qui m'ont pas plu, notamment je trouve des joueurs défaillants individuellement à un trop gros niveau d'écart entre certains matchs, mais au global, c'est quand même un bel effectif, c'est quand même une équipe qui n'avait pas de Coupe d'Europe à jouer et qui a su capitaliser là-dessus. Même si Marseille ne gagne pas à Lille, ils seront encore capables d'aller chercher une place directe en Ligue des Champions, donc faut pas tout jeter dans ce sens, quoi. C'est un vrai hold-up ce match, il mérite pas de gagner. Dans le jeu, c'est exécrable et c'est très mal pillé. Je suis pas forcément d'accord sur le terme hold-up, c'est une grosse réussite efficacité parce que c'est vrai que tu regardes les stats à la mi-temps, tu dis 1,55 d'XG pour Brest, 0,3 pour Marseille. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand tu regardes plutôt les buts et tout, finalement Brest n'a pas eu non plus une farandole d'occasion. Faut le dire, Marseille a marqué des buts dans des situations très compliquées, mais pourquoi Marseille a marqué ces buts qui sont pas forcément évidents? Parce que t'as des joueurs de grand talent comme Amine Gouiri. Je pense qu'il faut pas chercher plus loin, c'est que Amine Gouiri, le premier but dans l'angle fermé, il le tire parfaitement. Retourné, c'est un but exceptionnel, mais il le fait. Ensuite, le dernier, il gagne son face-à-face. Après, le 1,55 pour Brest, t'as un face-à-face d'Abdallah Sima, t'as les occasions de Chardonnay, Ajorc et Sima coup sur coup, ça fait 3 tirs très très proches du gardien. Je pense que la stat elle peut s'expliquer par ça. Peut-être pas hold-up, mais ça mérite pas 3 buts d'écart. Peut-être oui, mais pour moi, la victoire marseillaise, les gars, j'en ai vu des braquages dans ma vie, j'en ai vu des hold-up, mais celui-ci, c'en est pas un. Honnêtement, c'est juste que Marseille a des joueurs plus qui peuvent te garantir ce genre de succès avec, Amine Gouiri. Je suis content pour lui parce que c'est vrai que quand il est arrivé, on se disait, il était, c'est vrai, sur la pente descendante par rapport à Rennes. C'est vrai qu'il nous avait déjà fait le coup à Nice. Donc évidemment, Amine Gouiri, il faudra suivre la suite. Mais là, pour moi, je suis quand même plutôt rassuré parce qu'il est bien intégré. Il y a une vraie connexion avec les autres joueurs. Finalement, Amine Gouiri, le voir comme ça, j'ai envie de dire, c'est pas forcément une surprise parce que c'est un joueur qui était très attendu depuis ses débuts. À l'OL, souvenez-vous, c'était quand même une hype qui était monstrueuse. Le problème, c'est qu'il s'est fait vite les croiser. Ensuite, quand il est parti à Nice, que ça a tardé à éclore. Il y a eu des bonnes performances à Nice et Rennes, mais jamais en cassant la baraque. Et là, je me dis, la prochaine saison d'Amine Gouiri en Coupe d'Europe, en Ligue 1, une saison pleine à Marseille, j'ai vraiment envie de voir ça parce qu'il a que 25 ans. Et je me dis que c'est un joueur qui reste assez jeune à l'échelle du football. Et surtout, dans ce contexte challenge marseillais, Gouiri, il est indiscutable. Et ça, avoir la confiance de De Zerbi
derby, être l'attaquant titulaire de l'Olympique de Marseille sans être remis en cause, parce que voilà, on a pu le voir, hein. Moumbagna a été remis en cause, Vitinha a été remis en cause, Wai, c'est là où tu vois que le foot il passe très très vite, parce que Wai il était là il y a à peine 4 mois, mais t'as l'impression que c'est déjà la saison dernière, comme t'as un marché frénétique, j'ai même pas parlé de Vitinha et tout. Laguiri, c'est vrai que depuis 4 mois, parce qu'il est très performant, il est décisif toutes les 78 minutes je crois, vraiment on se dit qu'il a normalement bien démarré son aventure. Je suis d'accord avec vous, il faut voir sur la durée, parce que c'est un joueur qui a eu tendance à performer très fort très tôt dans ses clubs, mais là je me dis qu'il a quand même des beaux indices. Oui, c'est vrai que oui, c'est vrai que ça se passe pas trop fort à Francfort. Après, je sais qu'il est arrivé blessé et tout, donc sincèrement on va voir on va voir ça. 5 grandes chances de marquer à 1, mais je reconnais que l'OM est l'équipe qui marque le plus avec le moins d'XG et en ne jouant pas au foot. Bah en fait, De Zerbi, il a pris un petit peu le contre-pied de tout ce qu'on disait. C'est que finalement, il a lâché un petit peu son système. Hier, durant le match, c'était assez clair qu'on avait une base à 4. On avait voilà, un système plus 4-2-3-1, celui qui mettait en place souvent à Brighton. Et finalement, cet OM qui était moins protagoniste dans le jeu, notamment, regardez la seconde période, c'est Brest qui a beaucoup le ballon. Au départ, on était sur une possession type 65-35. Et au fur et à mesure du match, on était plus sur du 50-50. Et finalement, cet OM qui laisse le ballon à l'adversaire et qui pique en compte parce qu'il a des joueurs pour le faire, il a des éléments pour lancer en profondeur et tout. Je me dis que c'est pas bête de la part de De Zerbi d'enfin s'adapter et de jouer aussi sur une autre fibre. Et cet OM un peu moins dans la possession et qui est beaucoup plus efficace dans la transition, c'est un OM, je pense que beaucoup avaient envie de le voir, parce que voilà, il y a peut-être un petit peu de faille, notamment de l'organisation défensive. Bon, l'OM a encore pris un but, hein. Geronimo Rulli cette saison, je crois qu'il a fait que 5 clean sheets. C'est vrai que c'est la performance qui inquiète peut-être, hein, c'est voir l'OM prendre beaucoup trop de buts, mais dans l'autre sens, l'OM, t'as la meilleure attaque depuis, je crois, la fin des années 80 en Ligue 1, et pourtant l'OM, ils en ont connu des attaques qui étaient pimpantes, hein. Nyang, Ayew à l'époque du titre. On avait également Thauvin, Payet, Gignac. On a eu des attaques aussi avec Michi. On a eu aussi Alexis Sanchez, tout ça. Donc tu vois, même on peut remonter à l'année 2003-2004, hein, la fameuse attaque portée par Didier Drogba. Même juste après, on avait Cissé, Nasri, Ribéry, Pagis. C'était super sexy sur le papier. Et pourtant, ils ont attendu cette saison pour vraiment marquer beaucoup de buts. Donc vraiment, c'est une très très belle performance. Ah ouais, mais c'est vrai qu'avec les 4 buts d'hier, et c'est même depuis les années 70 qu'il faut remonter. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut banaliser. Je pense que cet OM a la capacité de marquer beaucoup de buts sur quelques séquences de jeu, mais aussi sur des exploits individuels. Mais voilà, il y a beaucoup de grandes équipes qui le font. Pourquoi l'OM s'en priverait? Et ça nous apporte ce triplé d'Amine Gouiri et ce but qui est fantastique. Le retourner, vraiment, l'enchaînement, il est splendide. Côté brestois, j'ai bien aimé le match de Pereira Lage, qui a encore été assez actif. J'ai beaucoup moins aimé le match de Les Melou, que j'ai trouvé un petit peu dans le dur. On a vu des joueurs être un petit peu dans le combat au milieu de terrain, comme Magnetti, Camara et tout, mais ça n'a pas été suffisant parce que l'OM était un peu plus pimpant. Mais voilà, on sait que pour Brest, c'est plutôt l'intersaison qui va compter. Est-ce que Rick Roy va rester? Est-ce que Grégory Lorenze va poursuivre sa mission à la tête de la direction sportive? Marco Bizot va quitter normalement le club. Quid des joueurs prêtés? Enfin, il y a beaucoup de cas à gérer à Brest, mais bon, on sait que eux, ils sont mis à l'abri avec la Ligue des Champions. Le projet, il est sain. Il y a un nouveau stade qui va sortir de terre. Donc, vraiment, pour nos amis brestois, je ne suis pas plus inquiet que ça pour l'avenir. Du coup, on a terminé sur l'OM. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui m'a un peu plu sur cette journée de Ligue 1? Bah, évidemment, c'est l'exploit de Nice, hein. Il faut qu'on en parle, les amis, avec la performance XXXXL de Marcin Bulka, qui en a sorti 12. Sorti 12 arrêts. Donc vraiment, chapeau à Nice, parce que c'est une équipe, on sait qu'elle est capable de coups comme ça, on sait que Francaise aime bien jouer le PSG, c'est peut-être l'entraîneur, même, je faisais la réflexion depuis la remontée de Lens en 2020, c'est sans doute l'équipe qui a réussi, enfin l'entraîneur qui a réussi le mieux contre le PSG. Alors oui, évidemment, on avait aussi des coachs qui ont fait certains coups comme Genesio ou quoi, mais vraiment...
OGC Nice version francaise, il est plein de ressources. C'est une équipe surprenante. On a du mal à la lire des fois parce que c'est une équipe qui a été très décevante en Europa League, qui est aussi passée à la trappe en Coupe de France contre un adversaire de 4ème division. C'est une équipe qui avait repris un podium en Ligue 1 avant de faire une série un peu désastreuse au début du printemps. Et puis là, 2 victoires. Ils sont de nouveau à la lutte. Franquès, c'est 3 wins et 2 nuls contre le PSG. Donc tu vois, c'est vraiment un coach, ouais. Les victoires, je me souviens, il y a celle-ci, il y a celle avec le triplé d'Openda qui était assez marquant. Et tu as également, quand le PSG revenait de la Ligue des Champions, que c'était le début de saison, qu'ils n'avaient pas toute l'équipe, et Lens s'était imposé 1-0. Bon, c'était un peu un match spécial, ils avaient énormément d'absents, mais c'est quand même un coach, tu vois, 5 matchs invaincus contre le PSG depuis 2020, ce PSG-là, faut les faire quand même. Évidemment, le match de Boulka est fou, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont énormément performé. Sanson, d'abord, j'ai parlé, c'est vrai qu'on a eu des très jolis buts ce week-end. Hein. Suite Gouiri, l'action de Mikotadze, l'extérieur de Diego Moreira et le but un peu acrobatique de Sanson. Mais c'est vrai que la perf qui marque tout le monde, c'est Boulka, parce que on sait que Boulka est un gardien qui peut sortir ce genre de soirée. On l'avait déjà vu briller notamment en Coupe de France, être un très bon gardien sur penalty. C'est une des valeurs sûres de ce championnat. Mais vraiment, ce qu'il nous a fait vendredi soir, c'est juste bluffant. J'ai beaucoup aimé aussi le match de Buonanni sur le front de l'attaque, double passeur décisif, Melvin Barr derrière qui a été très costaud. Dommage pour Abdelmomen, l'international égyptien qui s'est fait les croisés, qui lui pour le coup est un joueur qui m'avait un petit peu déçu sur ses apparitions en Ligue 1, mais pendant 1 heure je l'avais trouvé très très bon au parc, donc vraiment regrettable pour lui parce qu'il avait fait un match référence et malheureusement il sort touché gravement au ligament croisé. C'est vrai que Boulka aussi, les derbys contre Monaco, il y a eu quelques performances, normalement il avait arrêté les 2 pénaltys de Balogun. Lui, quand vraiment il sort le costume de gala, Boulka, c'est 9 sur 10, voire 10 sur 10 dans l'équipe. Hein. Lui, il peut vraiment faire des perfs assez dingues. Et tu fais bien de le dire, Adem, belle histoire pour Sanson, parce que Morgan Sanson marque un doublé. On le rappelle, c'est un joueur qui a manqué une grande partie de la saison à cause d'une erreur de diagnostic médical. Pour la faire court, je ne veux pas trop me tromper, mais en gros, il y avait une espèce de blessure qui était diagnostiquée à la cheville, et finalement, c'était un truc plus grave, donc ça méritait peut-être un plus gros éloignement des terrains, et ça lui a fait retarder sa reprise. Et en plus, quand on connaît l'importance de Morgan Sanson dans une équipe de Ligue 1, parce que c'est pas le joueur qui va, tu vas mettre tout le temps en avant, mais on a vu ses passages à Montpellier, à Marseille, à Strasbourg. Il avait été très très bon à Strasbourg quand il était revenu, et même à Nice l'an dernier. Et finalement, avoir un joueur de collectif comme ça apporte toujours un Francaise. Mais dans ce sens, on a également un Morgan Sanson qui revient peut-être au meilleur des moments sur ce sprint final, et une équipe qui vraiment se Nice, même sans... tu regardes finalement, il n'y avait pas Dante, il n'y avait pas Guessant qui sans doute qui était sur le banc. Guessant qui est sans doute le meilleur niçois au global, je trouve, de la saison. C'est vrai que Guessant, il a un petit peu décliné, c'est dommage parce que je vais être sincère avec vous, quand j'avais fait mon équipe un peu type en février, tu vois, je commençais déjà à me projeter en me disant tiens, qui c'est que je mettrais dans mon 11 et tout. Et finalement, Evan Guessant, il était dans mon 11 parce que je trouvais qu'il était très très fort, il était très régulier. Et là, malheureusement, il est en train de passer un petit peu à côté de sa fin de saison. Après, c'est un joueur qui s'est beaucoup dépensé, qui a joué beaucoup entre l'Europa, la Ligue 1 et tout. Donc je pense qu'il a le petit contre-coup physique, comme c'est un joueur qui a souvent été dans la rotation, mais il a quand même eu une sacrée progression cette année. On est d'accord, Xit, il a beaucoup trop enchaîné, donc je pense que là il n'y a plus d'essence dans le moteur, mais vraiment regrettable parce que pour moi il était pas loin de l'équipe type de Ligue 1, mais c'est bien aussi d'avoir de temps en temps des joueurs qui peuvent prendre le relais comme Buonanni, qui a encore été une fois très très bon au parc, et vraiment un match référence pour cette équipe-là. Côté parisien, évidemment, on va s'avancer devant ce qui attend cette équipe. On sait que tous les regards sont tournés vers cette demi-finale, avec un mois d'avril qui a été un peu plus compliqué. Match nul contre Nantes, avec l'égalisation de Douglas Augusto à la fin, cette première défaite de la saison. Et voilà, c'est vrai que je pense vraiment que c'est un objectif de la part de Luis Enrique de terminer invincible. Ça ne l'a pas fait, donc maintenant il faut rebondir, et surtout il y a la meilleure des réponses possibles. Demain soir, Arsenal, demi-finale de Ligue des Champions, aller à l'Emirates. Voilà, là c'est le rendez-vous des très grands joueurs, des grandes équipes. On va voir si ce PSG a dû répondre. Pourtant l'équipe alignée, tu vois, elle a été plus que compétitive, mais ça l'a pas fait. Après, ils sont tombés sur vraiment un Marcin Boulka de gala. Je crois qu'on a parlé de XG tout à l'heure sur
Brest. Je crois que Paris cumulé à 3,20 d'XG, donc c'est vraiment que Boulka en a sorti certaines qui n'étaient pas du tout évidentes. Est-ce que je suis inquiet pour le PSG? Moi non, parce que je pense qu'ils sont concentrés, focus sur la LDC, ils sont aussi en finale de Coupe de France, ils ont bien avancé partout, ils sont déjà champions. C'est regrettable de ne pas être évidemment invincible. Ça aurait pu être le symbole de ce collectif développé par Luis Enrique qui est irrésistible en Ligue 1. Mais je me dis que voilà, j'ai vu beaucoup de choses. C'est un PSG qui est moins fort, c'est un PSG qui est moins impressionnant. Non, je pense qu'ils sont avant tout focus sur la LDC et qui montreront un très très beau regard demain soir, un très beau regard, qui montreront un très beau visage que l'on va regarder demain soir. C'est mieux dans ce sens face à Arsenal. Après oui, évidemment, il y a 2-3 séries qui inquiètent. Dembélé qui n'a pas marqué depuis 5 matchs, Barcola qui n'a pas marqué depuis 10 matchs, Kvara qui est un peu moins bien par rapport à ce qu'il nous avait montré notamment lors du match aller contre Aston Villa, mais bon, ça reste aussi une équipe avec des jeunes joueurs qui doivent digérer un nouveau statut. On peut le voir qu'il y a d'autres équipes qui sont aussi en souffrance, avec l'Inter notamment qui a perdu 3 matchs de suite sans marquer de but. On a pu voir que Arsenal également s'est fait accrocher en Première Ligue de temps en temps. Avoir aussi le Barça, l'impact de ce calendrier infernal, mais tous les engagés là dans le dernier carré sont quand même énormément focus. Après, ça c'est vraiment le mérite du Barça de réussir à gagner une Coupe du Roi en prolongation. Enfin, je pense que vous avez vu le match et tout ce qu'il y a eu comme péripéties à côté. Mais voilà, moi je suis pas stressé pour les Parisiens. Je le sens bien même. J'ai évidemment beaucoup de respect pour Arsenal. J'ai adoré leur manière de gérer la double confrontation contre le Real, de bien résister à la pression du match retour, pas de remontada, tout ça. Mais j'ai un bon feeling pour ce PSG-là. Je pense que c'est vraiment un match 50-50, comme on le dit souvent. Mais là, pour le coup, je sais pas, j'ai un bon sentiment avec le PSG. Alors j'espère pour les Parisiens que ce sera pas la même chose, que Rosseignor va vite sauter ou Toulouse en Coupe d'Europe, parce que désolé pour vous les gars, mais ça le fera pas. Mais ouais, j'ai pas envie d'être plus alarmiste que ça. Après voilà, on sait ce que seront les clés de ce match, la bataille du milieu de terrain, les coups de pied arrêtés. C'est vrai que là c'est un petit peu le bas qui blesse, avec une équipe qui souffre dans ce secteur-là. Donnarumma a quand même montré de plus en plus de signes de garantie en Ligue des Champions. Là c'est encore un match qu'il va devoir prouver, mais c'est vrai que quand tu vois la séquence City, Liverpool, Aston Villa, il y a quand même envoyé de beaux messages, je trouve. Après, j'ai envie de voir, voilà, il y a beaucoup de matchs dans le match qui vont intéresser, comment Saliba et Kivor vont gérer les décrochages de Dembélé, le duel un petit peu des latéraux même qui vont monter au cœur du jeu, que ce soit Hakimi, que ce soit Lewis Kelly. Ça va être vraiment très intéressant, parce que ça va être une grosse bataille tactique. Qui aura le ballon? Est-ce qu'on va avoir une demi-finale à aller très intense, ou est-ce que les deux équipes vont se regarder en se disant bon, on se craint plus qu'on ne joue, et finalement on aura un match qui va jouer au retour? Oui, c'est vrai que Saliba écoute début de ces derniers temps, tu vois, tout n'est pas parfait chez les autres équipes, parce que j'ai vu beaucoup de gens tomber sur le PSG en mode voilà, c'est pas qu'il lâche l'affaire, mais voilà, c'est pas normal. Bon, là je vais même pas parler de ceux qui disent il fausse le championnat. Bon, là on oublie les théories du complot. On en a déjà eu suffisamment assez des théories du complot du côté du Real Madrid, et on a entendu beaucoup trop de bêtises pour tomber dedans. Mais c'est vrai que, encore une fois, oui, Saliba il a fait aussi des erreurs individuelles. Voilà, il y a des choses à reprocher chez toutes les équipes. Moi, tu me demandes qui va gagner avec des champions. Moi, j'ai mis le Barça. C'est par rapport à un ressentiment, par rapport aux 4 dernières équipes. Après, tout le monde peut le faire. Bon, c'est hashtag analyse, parce qu'évidemment, quand tu arrives en demi de LDC, tu as tout à fait les capacités d'y accéder. Mais je sais pas, je sens une aura supérieure avec ce Barça-là. Mais évidemment, Arsenal PSG, ça m'intéresse énormément de savoir qui va s'en sortir de cette joute qui s'annonce assez incroyable. Mais non, désolé, je regarde pas l'alléchant Udinese-Bologne, et pourtant c'est vrai que Bologne est aussi dans la course à LDC. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la course à LDC en Ligue 1, mais en Serie A c'est encore pire. Il y a 5 équipes pour une place entre la Juve, Bologne, la Lazio, la Fiorentina et la Roma. Là aussi ça va jouer des coudes jusqu'au bout. Bon, qu'est-ce qui va nous intéresser après? On va faire encore une fois le tour des équipes qui jouent gros pour la LDC, avec bien sûr Strasbourg, le Racing Club de Strasbourg-Alsace qui s'impose contre Saint-Etienne, match du samedi après-midi, avec un match où c'est vrai que les Verts ont eu des regrets, parce que ça se joue là. Aussi une équipe qui peut jouer les premiers rôles en qualification de Ligue des Champions, une équipe qui joue sa place au niveau du maintien.
les occasions de Cardona. Voilà, c'est vrai que dans les conférences de presse, les réactions d'après-match, on a beaucoup senti que ça s'était joué là. Alors l'efficacité, on sentait que Strasbourg était peut-être supérieur, avait peut-être plus d'atouts collectifs, mais l'AS Saint-Etienne n'a pas du tout été ridicule et il s'en est fallu de peu que Strasbourg encaisse 3 buts à la maison parce que Cardona a quand même de sacrés occasions et c'est là où on peut peut-être un petit peu se dire que c'est dommage pour les Verts parce qu'évidemment même ramener un point de la Méno ça aurait été vraiment pas mal dans leur situation, d'autant plus que voilà, Le Havre a pris un point, après bon Angers a perdu, donc t'es pas forcément encore totalement éliminé, mais on sait que les Verts sont pour l'instant dans la position du chasseur plus que du chassé, donc à voir s'ils vont pouvoir assumer. Mais moi, les Verts, c'est vrai que je sais pas, mais je me dis, écoute, il y a quand même un match contre Monaco, ils arrivent à mettre le feu à domicile. Après, c'est un match différent, le derby, mais s'ils arrivent à reproduire l'état d'esprit, l'intensité, sans la vilaine faute de Stassin, évidemment, mais contre Monaco, vu ce que j'ai vu de Monaco, je pense vraiment qu'ils peuvent les bouger. Je pense vraiment qu'ils ont des atouts pour leur faire mal. Monaco aussi pour leur faire mal, hein, si ça se termine, tu vois, à 4-1. Derby de Biarritz, triplé de Biarritz, je serais pas surpris, mais je pense que cette équipe est capable de vraiment mettre beaucoup de doutes dans l'esprit des Monégasques, d'aller les chercher. Merci beaucoup Bretao pour le petit prime, merci beaucoup mon pote. Au pire, ils se mettent à l'endroit pour les barrages. Oui, bah, même les barrages, tu vois, quand on voit leur situation, ce sera moindre mal, et je pense que barrage, quand tu sais que l'équipe de Ligue 1 reçoit au retour une équipe de Ligue 2 qui aura sans doute fait au minimum un match de play-in, enfin voilà, qui aurait fait 3e, 4e, 5e, enfin, tu te dis que si les Verts reçoivent en retour avec une très belle ambiance, bon, il y a 3 ans, ça avait été plutôt un match cauchemardesque contre la Auxerre avec la séance de tir au but remportée par les Auxerrois. Mais ouais, c'est vrai que du côté de Saint-Étienne, David Ashvili a fait le taf, Stassin était plus en retrait. Bah, heureusement, j'ai bien aimé aussi le match de Petro, que je trouve vraiment bien depuis le match contre Lyon. Il s'est assez réveillé. Et t'as Cardona qui malheureusement est passé à côté. Cardona qui depuis son retour ne marque qu'à la maison. Donc il y a encore 2 matchs à Geoffroy Guichard pour briller. Ça va être à lui vraiment de se montrer à l'aise. On rappelle le calendrier de Saint-Étienne. J'ai parlé du calendrier pour les équipes qui jouent le haut du classement. Maintenant c'est Monaco, on le sait, réception la semaine prochaine. Déplacement à Reims, qui aura peut-être pas encore assuré son maintien, et Toulouse qui est déjà en vacances. Donc c'est vrai que combien de points il faut prendre ? Idéalement, il faut en prendre 6, mais si tu en prends 4, peut-être que ça suffira, parce que Angers et Le Havre ont aussi des calendriers galères, mais on sait qu'une course au maintien, ça peut être un petit peu spécial. Bah moi, en vrai, moi je pensais pas que Saint-Étienne était capable de battre l'OL, donc ils l'ont fait avec ce supplément d'âme et voilà, un petit coup de pouce d'arbitrage qui est bienvenu, hein, faut aussi savoir en profiter. Je voyais pas Saint-Étienne s'imposer contre l'OL, donc je me demande si ces 2 matchs à domicile, ça peut pas être un peu la furie, mais moi, mon calendrier, enfin ma prédiction initiale, c'était Saint-Étienne 17e et Le Havre barragiste. Est-ce que finalement sur le calendrier, ces 2 matchs à domicile, ça va pas plus leur profiter, quoi. Donc à voir pour ça, parce que Angers de son côté, faut revoir le calendrier. Angers va à Nantes. Après Angers c'est dur aussi. Après Nantes, ils sont capables d'aller faire un résultat là-bas. Et après c'est réception de Strasbourg et déplacement à Lyon. 2 équipes qui sont à la lutte pour la LDC, en sachant, et je le rappelle, c'est très important, qu'Angers est invaincu en 2 matchs cette saison contre Strasbourg. Match nul à la Méno lors de la phase aller et victoire en Coupe de France là-bas. Voilà, c'est une équipe qui a quand même su à 2 reprises maîtriser un Strasbourg qui est quand même flamboyant. Donc à voir, mais c'est vrai que s'il n'y a pas un bon résultat contre Nantes, attention aux Angevins. Et après, Le Havre, qu'est-ce que ça peut donner un petit peu ? Le Havre, c'est dur aussi. Un déplacement à Auxerre, un Auxerre qui a plus grand chose à jouer, mais qui fait une très belle saison, qui est une équipe difficile à aller chercher. Et les Auxerrois, eux, ils voudront terminer le plus haut possible, parce que ça peut être un peu historique sur la période récente de terminer notamment en première partie de tableau. Pour un promu, ce serait une belle perf. Et ensuite, c'est vrai que tu as Marseille et Strasbourg. Tu as 2 équipes qui jouent encore une fois l'Europe. Donc celui-ci est très très chaud, hein. Honnêtement, ça va être tendu. D'ailleurs, je vais vous demander qui va descendre directement. Hop. Qui va accompagner Montpellier, ça va être la question entre ces différentes équipes. C'est vrai que Saint-Étienne, le match contre Lyon, ça redonne un petit peu d'espoir. Après, Le Havre, j'ai pas envie, tu vois, ils arrivent quand même à prendre des points contre Lille, ils arrivent à gagner à Lille, ils arrivent à gagner contre Lens, ils arrivent à accrocher Monaco. Je me demande finalement si ces gros matchs, c'est pas aussi un avantage pour eux, je sais pas.
parce qu'ils ont pas une défense qui a beaucoup résisté, c'est vrai, mais sur certains matchs, ils sont capables, tu vois, de se sublimer quand même. On l'a vu, hein, par exemple, Gauthier Loris, il a été assez bluffant contre Monaco. Et là, je me dis, alors peut-être. Même si, pour moi, je suis d'accord avec vous, ça va être assez délicat. Ouais, vous voyez Le Havre. Ouais, je sais pas, c'est tendu, hein. Mais c'est vrai que Saint-Étienne, avec ces 2 matchs à la maison, ils ont quand même un coup à jouer. On rappelle, Saint-Étienne 27, Le Havre 28, Angers 30, en sachant que Saint-Étienne a -6 de différence de but, Angers a -21, et enfin -6 par rapport au Havre. Saint-Etienne -37, Le Havre -31, Angers -21. Donc clairement, Saint-Étienne, c'est un point en moins qu'il faut rajouter par rapport au Havre. Et même par rapport à Angers. Donc ça aussi, c'est une donnée à ne pas négliger. C'est quoi le calendrier de Nantes? Vas-y, je te le dis, après on va dire évidemment un mot sur Strasbourg. Nantes, du coup, fait 2 réceptions. Est-ce que c'est un cadeau? Je ne sais pas, mais réception d'Angers, réception de Montpellier, déplacement à Auxerre. Après, c'est totalement possible que Nantes s'impose à Auxerre, mais perdre à la maison contre Montpellier, qui est... Bon, j'ai parlé d'équipe en vacances. Montpellier, les vacances, c'est une année sabbatique. Hein. Donc, ce serait tellement nantais de donner la seule victoire de Montpellier en 5 mois lors de ce dernier match. Et ce serait tout à fait capable. Oui, je pense que Nantes va se mettre à l'abri, parce qu'entre Angers et Auxerre, ils iront chercher une victoire ou 2 points, tu vois. Et je pense que ça va le faire pour eux, mais ils seront quand même encore dans une saison de galère. Et j'ai pas forcément envie de revenir en long en large sur le Nantes-Toulouse, parce qu'il s'est pas passé grand-chose. Mais tu vois la performance à domicile contre une équipe réduite à 10 assez vite. C'est pas normal de proposer aussi peu de choses. Et voilà, respect Comboiré pour la Coupe de France, tout ça. Mais faut qu'à Nantes, on tourne la page. Et je pense qu'il y a autre chose à proposer avec un tel effectif. Vraiment, il faut aller de l'avant, quoi. Faut qu'on passe à autre chose pour cette équipe nantaise, où quand on se pose devant les matchs, c'est assez compliqué. Hein. Je vais pas dire que c'est la sieste, mais on n'en est pas là, vous m'avez compris. Du coup, côté strasbourgeois, bah encore un match où tu te dis qu'il y a des gamins qui sont sacrément talentueux. Une fois c'est Barco qui régale avec sa qualité de passe, une fois c'est André Santos qui est un très bon tacleur et même finisseur, une fois c'est Mamadou Sarr qui épate. De temps en temps, c'est tous ces joueurs qui réussissent des gros matchs. Dylan Bakwa qui en est à son... Ouais, il est impliqué sur 14 buts cette saison, donc lui aussi, on sait que pour un ailier, un joueur offensif, c'est important d'avoir ces standards-là. Emega, 14e but de la saison. Mais là, c'est vrai que c'est Diego Moreira qui a crevé l'écran. Parce que Diego Moreira, le but, la finition, alors il dit qu'il le tente souvent, mais entre le tenter à l'entraînement, en échauffement, et le réussir, bah il y a qu'un pas. Et c'est vrai que Strasbourg, ils sont invaincus depuis 11 matchs. Ils gagnent souvent ces derniers temps, mais ils restent 7e. C'est dire à quel point il y a quand même une cadence assez élevée. Aussi que Strasbourg part de plus loin par rapport voilà, à cette première partie de saison. Mais au moins... voilà, ils sont quasiment sûrs d'être européens. Bon, on va voir si évidemment le PSG Reims va influer sur la 7ème place. Mais c'est vrai que ce Strasbourg-là, bah, il fait toujours aussi plaisir. C'est une équipe où tu te poses devant. C'est vrai qu'en tant que neutre, je sais qu'il y a toujours des débats et me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je sais que certaines personnes n'aiment pas la multipropriété. J'en fais partie. Évidemment, le modèle multipropriété Blueco est combattu par les ultras strasbourgeois. Je soutiens ce combat, je les comprends. Il y a pas mal d'incertitudes sur l'avenir, notamment à court terme. On verra un petit peu ce qu'ont fait les dirigeants après cette très belle saison. La prolongation d'Euro Senior, elle envoie un beau message, je trouve. Il reste jusqu'en 2028. Il sera là la saison prochaine pour continuer le job. Et voilà, je trouve que c'est top parce que ce coach, c'est quand même une très très belle révélation. J'espère qu'il sera parmi les entraîneurs nommés au trophée ENFP dans sa catégorie, parce que bah, ça a été vraiment une des plus belles découvertes de la saison. Et je vous disais, oui, je sais qu'il y a l'aspect multipropriété où certaines personnes voilà, vont dire ouais, tu t'enflammes dans ça. Non, mais si on prend vraiment le terrain, si on se concentre juste sur le jeu, c'est une équipe qui est hyper agréable. C'est une équipe où je m'ennuie rarement. C'est une équipe où je vois plein de joueurs évoluer dans des registres différents. Je vois de la polyvalence, je vois du talent. Je vois une vraie belle complémentarité, je vois aussi des marges de progression à certains postes. C'est vrai que à ce niveau-là, tu te dis que Strasbourg combine tout ce qu'on aime chez une équipe et c'est normal de les apprécier. Après, évidemment, il y a le côté multipropriété où on peut leur reprocher pas mal de choses. Mais ça, bah, c'est pas la faute des joueurs. Eux, ils sont là, évidemment, ils sont impliqués dans ce projet. Mais après, ils pourraient être là... j'ai pas envie de dire en démonstration, mais tu vois, ils sont quand même l'envie de bien faire et ils sont bien conscients que Strasbourg, c'est sans doute qu'une étape dans leur carrière, que ça leur servait de tremplin. Mais là, pour le coup, on parle quand même d'une équipe qui, on se disait, bon, sera peut-être ventre mou. Et là, ils sont à la lutte pour la Coupe d'Europe. Donc, c'est super chouette. Qui va descendre directement? Le Havre, 65%.
Saint-Étienne 25 et Angers 10%. Donc ouais, les Havrais, vous les voyez bien dans la sauce. Mais ouais, Diego Moreira, le but incroyable. Dylan Bakwa, encore une fois, pareil, le but. Vous savez à quel point j'apprécie ce joueur, parce qu'évidemment, formé à Bordeaux, un joueur qu'on a découvert en Ligue 2, c'est toujours plaisant de voir un mec débarquer à l'étage inférieur et puis progresser, apprendre et surtout éclore dans l'élite. Et vraiment, la première saison était déjà intéressante, mais là, il s'est passé quelque chose, et le voir quasiment sur 5 buts, 9 passes D, c'est quand même un vrai beau bilan, je trouve, pour une deuxième saison en Ligue 1, surtout qu'il est amené encore à progresser. C'est un 2002, ça reste jeune encore, donc ouais, assez très content pour Bakwa. C'est vrai que Bakwa, Koundé, Tchouaméni, beau week-end pour les Bordelais. C'est dommage que l'équipe première nous mette toujours en déprime. Bon, ils ont gagné contre le Poiré-sur-Vie, mais vas-y, ça sert plus à rien de parler du championnat. C'est foutu les gars pour la montée. Donc Strasbourg, écoutez, encore à la lutte pour cette Coupe d'Europe. On va aller du côté, peut-être, on a parlé du Havre qui a résisté contre Monaco, avec sans doute, le gros perdant, parce que Monaco, aujourd'hui, recule à la 4e place. Monaco perd sa 3e place parce que Lille a pris du coup un point d'avance, et du coup, c'est évidemment un match assez peut-être tournant dans l'histoire récente des Monégasques, parce que ils n'ont pas été capables de battre le Havre. Ils n'ont pas fait un bon match. Adi Hutter l'a dit, la première période a été ratée. Le choix de remettre Ben Seguir n'a pas été payant, même si j'avais bien aimé perso son entrée contre Strasbourg. Mbolo n'a pas pesé, Akliouche a été trop timide. T'as juste Biret qui malheureusement, je ne fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais qui Birette, malheureusement pour Le Havre et heureusement pour Monaco, est toujours aussi déterminant, crucial. Le 13e but en 14 matchs, ça c'est vraiment très, très chouette pour lui. Et Birette, ça fait partie aussi de ces joueurs que, comme Awin Gouiri, je l'ai dit tout à l'heure, mais Birette, j'ai bien envie de le voir sur une saison complète en Ligue 1, voir le total de buts qu'il peut mettre, parce que même si le but, évidemment, celui contre Le Havre, si vous avez eu le match, il est très simple, parce que c'est un tapin, il n'y a plus personne dans les cages, mais au global, c'est quand même un joueur qui se sauve de pas mal de pétrins, et malheureusement, même un Birette qui est toujours aussi efficace ne suffit pas à Monaco pour s'imposer. Monaco perd des plumes. Comment l'expliquer ? C'est un groupe qui ronronne un petit peu, c'est pas forcément... ils ont pas été capables contre Strasbourg et Le Havre de mettre les ingrédients qui avaient été les leurs contre l'OM. Après, l'OM, on avait vu que c'était une défense un petit peu fragile, donc ils avaient eu le mérite d'appuyer là-dessus. Mais les matchs contre Strasbourg et Le Havre, j'ai pas vu l'étoffe d'une équipe qui est en pleine dynamique pour un sprint final, qui a une force incroyable pour balayer ses adversaires. C'est vrai que même si l'OL a perdu contre Saint-Étienne, ça m'envoie beaucoup plus de signaux positifs. C'est pour ça que le Monaco-OL, j'ai vraiment envie de dire attention à Monaco. Parce que Monaco peut terminer européen, terminera sans doute européen, mais voir Monaco, qui a été sorti en barrage de LDC alors qu'il y avait la place contre Benfica, qui a été sorti très tôt en Coupe de France contre Reims, qui était une équipe un peu désastreuse, et être éjecté du podium en Ligue des Champions, c'est une saison ratée. Et en plus, pour l'anniversaire centenaire du club, je trouve que ça la fout extrêmement mal. Donc, à voir. Adi Hutter a été prolongé en cours de saison, je pense pas qu'il bougera, mais... Il faut que ça se réveille du côté de Monaco. C'est pas normal que ça... C'est même pas que ça ronronne, mais je sais pas comment le dire. Mais ouais, tu l'as dit, c'est compliqué de bien jouer que pendant 90 minutes. Mais normalement, Monaco devrait être en mesure, quand tu vois les noms Ben Seguir, Biret, Mbolo, Akliouche, il y a d'autres équipes là dans ce sprint final qui n'ont pas ce potentiel offensif là, et pourtant qui me montrent plus de choses individuellement et collectivement. Donc ouais, ce Monaco là, c'est un petit peu inquiétant. Je vois comme vous... une équipe dans le dur à ce niveau-là. Pour le reste, qu'est-ce qu'on a à voir ? On a évidemment ce OL Rennes, avec un Olympique Lyonnais qui a balayé le Stade Rennais d'une manière assez accablante. Rennes, c'est simple. Rennes, deuxième partie de tableau, c'est, vous savez, le même avec l'équipe d'Espagne à la Coupe du Monde 2010, avec Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, Ramos, David Villa, Fernando Torres, etc. Rennes contre les équipes première partie de tableau, c'est le même d'Éric Blanc à l'équipe du soir, avec J'arrive, Mission Impossible, Tom Cruise, Brad Pitt, et là c'est Danny Boone, malheureusement. Danny Boone contre les équipes classées entre la première et la 11e place.
Ça a beaucoup de mal. Après, j'ai pas envie de leur tirer plus que ça dessus parce qu'on sait que c'est une équipe qui est en reconstruction, qui est passée par vraiment des moments difficiles. Même s'ils ont un gros budget, etc. Donc il va falloir se remettre en question parce que c'est pas possible d'être aussi faible contre de gros adversaires. Il y a encore des matchs, notamment contre Nice et contre Marseille, qui arrivent pour un petit peu se rebeller. Mais moi, je crois que c'est 8 points pris contre les équipes de la première partie de tableau. C'est fou, quoi. Vraiment, c'est un niveau fait. Et pourtant, je vois un gros potentiel, et je vous l'ai déjà dit dans ce live, dans ces débriefs, j'aime bien la base qu'a construit Habib Beye. Je suis persuadé qu'avec Brassier, Rouault, Jacquet, ça peut être une très bonne défense l'an prochain. T'as des cadres qui devront faire bien plus. Brice Samba qui est passé un petit peu à côté de son match, même si je trouve que depuis son arrivée c'est correct. Seko Fana, il y a un peu plus de doutes parce que c'est un joueur qui quand même nous a pas montré beaucoup de signes. On s'est dit waouh, physiquement c'est compliqué pour lui. Et puis on peut voir que d'autres joueurs sont un petit peu passés à côté. C'est vrai qu'on a beaucoup eu de débat ici aussi sur les pistons, Truffert-Assignon. Peut-être pour aller voir plus haut en Ligue 1, ce sera pas suffisant. Après, j'ai bien aimé quand même les entrées de Meïté et Blas, qui ont proposé quelque chose. Bon, Meïté a bénéficié du cadeau assez lunaire d'Almada, mais il s'offre quand même un deuxième but en 2 matchs de suite en Ligue 1 pour un joueur de 17 ans. C'est un très très joli bilan. Albert Grönbeck, il est prêté par Southampton. Et c'est là, attendez, imprimez bien cette compo, et tu es bien le souligner parce que entre l'équipe qui a battu Lyon en début de saison et ce Rennes-là, je crois qu'il y a 9 changements. Et l'équipe, elle est méconnaissable. Mandanda, deuxième gardien. Seydou, il s'est fait les croiser, malheureusement pour lui. Wu, sur le banc. Ostigard, il est parti. Assignon est toujours là. Matoussiwa, il est titulaire. Glenn Camara, il est parti, je crois. Bourigeaud, bon, il est parti en Arabie Saoudite dès l'été. Grönbeck, il a été exfiltré à Southampton. Blas, il était remplaçant. Et Gouiri, il est parti à l'OM. C'est là où tu dis que on a parlé tout à l'heure de cet effet un petit peu. T'as l'impression que c'était la saison dernière comme Wai à l'OM, mais là pareil, cette équipe rennaise, t'as l'impression, tu te dis ça, mais entre les deux compos, t'as le sentiment qu'il y a 3 ans qui s'est passé, quoi. Et pourtant, c'est juste 7-8 mois. Donc pour vous dire que dans le foot, il y a beaucoup de choses qui peuvent aller très très vite. La compo gien, et pourtant ça a mis 3-0. Et souvenez-vous, la hype rennaise qui était très très forte. Bon, on a parlé tout à l'heure des prédictions, ça a attrapé ma veste sur Rossignol Toulouse. La Rennes, j'avais dit saison de transition pour Rennes, et Habib Beye va retrouver un banc. Donc Rennes, avec ça, j'ai coché mes 2 cases, au moins je serai pas Fanny, je serai pas dit ridicule sur toutes mes prédictions. Côté OL, évidemment, parce que c'est l'adversaire, enfin l'équipe qui nous intéresse le plus sur ce match dans sa perspective de sprint final. Un OL qui a retrouvé de belles couleurs, qui s'est bien relancé. Je pense que cette semaine, pour redescendre en pression après le trop plein d'émotions d'Old Trafford, après aussi la déconvenue de Geoffroy Guichard, le fait qu'il y ait des choses qui n'aient pas marché à coup au coup, Verretou, tout ça. Là, on a retrouvé un très bon Noël. Le retour de Matic qui fait du bien aussi. Tolisso qui est encore une fois sur une de ses meilleures saisons au cours de sa carrière, qui est vraiment au four et moulin, qui est partout, qui est vraiment un excellent joueur. Lacazette qui marque, pareil, un joli but. En plus, il y a une succession de buts hors jeu pour Lacazette, Mikotadze, tout ça. Et puis cette action de Mikotadze. C'est pas moi qui avais parlé d'Albert Grönbeck, mon cher Slip de Bruce. C'est Braque. Braque, il avait dit ce Albert Grönbeck m'intrigue beaucoup, donc c'était lui. Mais Albert Grönbeck, j'avais coché aussi dans mes joueurs à suivre parce que j'avoue qu'il m'avait un petit peu interpellé sur quelques highlights, quelques séquences. Et je me suis dit, lui, j'ai bien envie de le voir en Ligue 1. Je pense que ça peut peut-être faire comme Haraldsson, c'est une première partie de saison, un petit peu d'adaptation, et après ça peut devenir un vrai bon joueur du championnat. Malheureusement, je sais pas ce que Rennes fera avec lui cet été, mais dommage. Et côté OL, évidemment, il y a cette prise de risque d'Amlada qui a été un petit peu incompréhensible, mais c'est un match qui a fait au global, c'est un joueur qui a fait au global une belle perf. Malik Fofana, le but pareil, j'en ai pas parlé, mais il est fou, hein. L'enchaînement, la vitesse d'exécution, la barre entrante. C'est vrai que Samba, il s'est fait allumer, il a pris des buts un petit peu FIFA Street, hein, pour ceux qui s'en souviennent, avec Kouchen au commentateur. Là, c'était vraiment des buts pour allumer le gardien sans sommation et être très très vilain face à lui. Mais voilà, même Maitland Nice, j'ai parlé beaucoup de l'aspect offensif de l'OL, mais Maitland Nice aussi a fait un gros match. Donc comme je vous le dis, le Monaco-Lyon, j'ai plutôt à voir évidemment les résultats de la semaine prochaine, mais ce Monaco-OL, j'ai plutôt un bon feeling pour l'OL. Je pense qu'ils peuvent aller chercher un résultat Louis II. Alors Monaco est aussi capable de le faire, mais sur la dynamique, j'ai plus un ressentiment, pas un ressentiment, mais un feeling comme quoi l'OL peut aller faire ce résultat. Et on sait que si l'OL gagne tous ses matchs,
comme tu as un adversaire direct, normalement, l'OL sera en Ligue des Champions au minimum barrage. Hein. À voir aussi peut-être la tournure du Lille-Marseille. Mais par exemple, si Marseille gagne tous ses matchs et que Lyon gagne tous ses matchs, ça veut dire que Marseille bat Lille. Donc Marseille se retrouve à 67 points. L'OL se retrouve à 63. Lille, s'il gagne 2 matchs, c'est 62. Et Monaco, ça ferait 61. Donc l'OL, s'ils gagnent tous leurs matchs, ils sont en Ligue des Champions. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, tu n'as pas de calcul à faire. Tu sais que tu ne dépends pas des autres. Si l'OL fait un perfect sur ce sprint final, ils seront européens la saison prochaine. Et bonne question, Adem. Bonne question. La vraie question pour Lyon, c'est vraiment s'ils se qualifient en Ligue des Champions, quel mercato ils pourront faire. À voir, parce qu'il y a beaucoup d'informations contraires et différentes prédictions sur l'avenir financier de l'OL. John Textor a un besoin vital de la Ligue des Champions. Aussi, c'est vrai qu'on se dit que c'est une équipe qui a ce besoin vital, on ne pourra pas recruter, à voir parce qu'on se dit ouais, il y a des fonds qui peuvent rebasculer entre Botafogo et l'OL avec la Coupe du Monde des clubs et tout. En vrai, j'ai envie d'y voir un peu plus clair sur tous les montages financiers, mais ce qui est sûr, c'est que l'OL va devoir arrêter un petit peu les bêtises et se mettre aux normes parce que la DNCG peut aussi sanctionner certaines choses durement. Non, je pense pas qu'ils vont descendre, je pense pas, mais il va peut-être falloir faire des ventes. On sait que Ryan Cherki, par exemple, il a un bon de sortie, même s'il a prolongé. Ça sent quand même la dernière aventure. D'ailleurs, tu vas peut-être le vendre 30-35 millions, alors que par rapport au potentiel du joueur, tu aurais pu en tirer bien plus. Mais je pense que comme Cherki, ça faisait plusieurs mercatos, on se disait qu'il allait filer. Peut-être que il y aura un accord de gentleman pour le faire partir pour une somme qui est pas délirante. À voir pour le reste, quoi. C'est vrai que si Nice gagne tout avec une meilleure différence de but, non. C'est vrai que j'avais pas oublié. C'est vrai, tu fais bien de le souligner. Si Nice aussi gagne tout, mais voilà. C'est ça où tu dis que ça va être un sprint final. Ouais. Comme vous le dites si bien, on va ressortir le même de Tonton Raymond avec l'odeur du sang. Ouais, par contre, s'ils peuvent pas recruter avec un départ de Cherki, Tagliafico, ça peut être bizarre l'année prochaine. Ouais, c'est sûr que ça peut être très tendu. À voir parce qu'évidemment, les finances, Ligue des Champions, ça peut leur faire beaucoup, beaucoup de bien. Il y a aussi le départ de Matic. Hein. Matic, dans les finances, ça coûte cher. On sait que cette équipe a un besoin aussi d'alléger encore sa masse salariale. Ça avait déjà été le cas. Hein. L'hiver dernier, souvenez-vous, les Gift Orban, les Cacré, tout ça. Donc ça peut être encore plus prononcé cet été, mais à voir sur quel joueur va miser John Textor. Mais moi, j'imagine pas, même s'ils se sont fait attraper par le callback par ADNCG, pour moi, ils iront pas en Ligue 2, l'OL. Je pense que ils assureront, je vous l'ai dit, il y a toujours des passerelles Botafogo à qui va l'argent et tout. Ils vont s'arranger entre eux. Ça va le faire. Même si c'est pas très beau, on a parlé de la multipropriété tout à l'heure. Là aussi, je pense qu'on va avoir des choses assez dans ce sens. Dernière équipe qu'on devait évoquer, les amis, sur ce sprint final avec le LOSC qui a battu Angers, qui du coup met Angers aussi dans le dur pour sa course au maintien. Angers qui malheureusement s'est retrouvé à 11 contre 10 pendant quasiment une demi-heure et qui n'a pas su en profiter, qui a été très timide, très maladroit, qui n'a pas su faire grand-chose, et pourtant ils ont eu des situations de face à face, des belles opportunités de tir. Et vraiment, ils ont gâché le truc. Côté LOSC, c'est vrai que l'absence de Bafodé Diakité contre l'OM, même s'il était déjà suspendu pour une accumulation de cartons, mais voilà, il va manquer quand même de sérieux rendez-vous. Donc attention, parce que Diakité, c'est quand même un élément très important, même si c'est vrai qu'il était un peu moins bien. Je regarde pas mal Lille depuis le début de saison, il faut en parler à quel point cette équipe est chanceuse. Oui, c'est vrai que Lille, il y a souvent des matchs qui tournent en leur faveur, et notamment pour moi, celui de Toulouse, où Toulouse touche 2 fois les poteaux en 5 minutes, et après t'as le but lillois, et t'as Chevalier qui en sort 3-4, et tu te dis, non mais c'est pas possible. C'est vrai que Lille, il y a souvent la pièce qui tombe du bon côté, mais c'est aussi parce que c'est une équipe qui travaille bien, qui a des joueurs d'expérience de métier. C'est un LOSC qui est peut-être l'équipe la moins spectaculaire par rapport à ce qu'elle dégage, contrairement à d'autres où tu as des joueurs, tu as des équipes qui peuvent mettre des gros scores, mais c'est une équipe qui, je trouve, gère très très bien ses rendez-vous, et c'est quand même, tu vois, une équipe qui est en train de faire une petite série assez intéressante. Hein. Lille est 3ème, alors évidemment, il faut voir ce match contre l'OM, parce que c'est vraiment une finale avant l'heure. Quand je vous le dis, c'est le match qu'on va commenter avec Braque dimanche soir. J'ai trop hâte parce que ça va être vraiment tendu. En plus, t'as tout le monde derrière qui aura peut-être gagné, donc t'auras peut-être l'OM sous pression, le LOSC qui peut lui aussi se retrouver assez bas par rapport au reste des concurrents. Donc vraiment, ça va être dingue. Mais sinon,
c'est une équipe qui quand même peut compter sur des joueurs. Voilà, j'ai parlé de colonne vertébrale tout à l'heure, et c'est toujours important quand même d'avoir des joueurs de devoir. J'ai bien aimé le match de Chevalier, j'ai bien aimé le match d'Alexandro qui est buteur, même Meunier je les trouve intéressants. Harrison qui va de son petit but. Sur le banc, tu peux quand même faire des entrées. Bon, le pauvre Mbappé, j'ai l'impression que c'était assez sérieux sa blessure, donc c'est comme Abdelmomen, j'espère qu'il se remettra. Il se remettra bien. Tu vois, tu as quand même des joueurs d'expérience. Et pourtant, tu laisses encore du Boadi, du Muko, du Gudmundsson sur le banc. Tu as Kabela qui était hors groupe. Euh, c'est un petit peu difficile pour cette équipe. Après, quand je vous le dis souvent sur le LOSC, j'oublie pas qu'ils ont 2 joueurs majeurs. Et quand je parle de 2 joueurs majeurs, 2 joueurs plus qui sont malheureusement à l'infirmerie. Zegrova qui a une pubalgie qui n'arrive pas à soigner. C'est dingue parce que Zegrova, on l'a pas vu depuis janvier. Et il y a un monde où son dernier match avec le LOSC, parce qu'on sait qu'il a un bon de sortie, ça peut être cet ultime match de janvier. Mais est-ce qu'avec cette longue blessure, ça n'a pas aussi freiner certains clubs intéressés? Finalement, Zegrova doit faire une autre saison à Lille pour se retaper et se remettre à 100%. Ça peut être une bonne nouvelle et pour le joueur et pour le club d'avoir cette blessure. Mais c'est vrai que, enfin, faut qu'on se le dise, Zegrova, pour moi, il fait partie du top 5 joueurs frissons de Ligue 1. Et quand t'as pas ton atout majeur dans ce type de rencontre, même si Lille, encore une fois, tu regardes l'effectif, t'as quand même, tu vois, des valeurs sûres. T'as David qui met sa quinzaine de buts par saison. T'as Ralston, la deuxième saison, elle est très solide. André Gomez, Benjamin André au milieu de terrain, ça tient la route. Akpom, il a 28 ans, et c'est aussi un joueur expérimenté. Derrière, tu as Meunier, Ismaili, tu as des latéraux de plus de 30 ans qui savent y faire. Alexandro Diakité qui commence à évoluer ensemble. Enfin, tu vois, c'est quand même une équipe qui a appris à bien évoluer ensemble, mais tu as Zegrova. Zegrova qui est pas là, je sais pas, mais c'est comme si Monaco n'avait pas Akliouche pendant 4 mois. C'est comme si l'OM n'avait pas, bon, peut-être pas Greenwood, mais un Luis Enrique pendant une certaine période. C'est comme si Nice n'avait pas eu Guessant pendant un bon bout de temps. Strasbourg n'avait pas eu Bakwa, par exemple, si on peut comparer peut-être un peu plus les profils. Donc c'est là où tu te dis que c'est aussi à prendre en compte que Lille réussit à être compétitif, Lille réussit à être 3e, même en ayant des joueurs majeurs toujours à l'infirmerie. Et ça compte. Après, je suis d'accord avec vous, c'est une équipe qui a eu peut-être un peu de chance, qui a su en profiter. Mais c'est aussi un sprint final et tu sais que c'est le genre de match couperé où ça compte. Et Lille est au rendez-vous. Après, contre l'OM, je suis pas sûr que ça suffise parce que l'OM aura plus d'arguments que le LOSC peut-être au niveau du talent individuel, mais voilà. Ouais, c'est vrai que Thiago Santos, grosse perte, ça je suis d'accord avec toi, le mec qui s'est fait les croisés, et lui en plus qui peut être au milieu, qui peut être latéral, qui même ailier, qui est très très performant dans plusieurs registres de jeu. Moi, Thiago Santos, c'était vraiment ma révélation la saison dernière. Moi-même, je l'avais dit, je le mettais meilleur latéral droit du championnat devant Hakimi, parce que Hakimi a fait une excellente saison 2024-2025, mais en 2023-2024, je trouvais que Thiago Santos était au-dessus. Mais Lille joue à domicile. Lille a aussi l'habitude de ce genre de match. On a fait beaucoup cette saison, des rencontres comme ça, des finales avant l'heure. Donc je pense que Lille ne sera pas ridicule. Moi, je vois plutôt un match nul parce que je pense qu'ils auront leur mot à dire. Mais on sait que c'est des rencontres un peu spéciales, donc ça peut tourner dans un sens ou dans l'autre. À voir, mais c'est vrai que l'absence de Diakité, attention à ce forfait, enfin pas ce forfait, mais cette suspension qui peut faire du mal aux Lillois. Du coup, les amis, on a évoqué cette grosse partie. Bon, les autres matchs, on va aller assez vite parce que, évidemment, Montpellier-Reims, c'était la sieste. Reims, premier tir, je crois, enfin, première occasion sérieuse à la 74e. C'est même pas en souffle fort, là. On laisse la faire. Alors, le Nantes-Toulouse, comme je vous le dis, j'ai même pas envie d'en parler parce que c'était difficile à suivre. En fait, le multiplex d'hier après-midi, c'était peut-être le plus redoutable. Heureusement il y a la JOCR qui nous a divertis du côté de Lens avec ses 4 buts et une performance XXL de Gaëtan Perrin, Aido Onyewu. La Cincinnati aussi qui a fait un triplé de passes décisives, une équipe qui a très très bien tourné. Sincèrement, je l'ai dit, mais voir un club comme la JOCR aussi bien se développer, avoir vraiment une équipe qui a été bien bâtie pour la remontée. Auxerre, quand ils étaient remontés en Ligue 1, finalement, avec Furlan, c'était une équipe avec des joueurs intéressants, mais peut-être pas prêts encore parce que ça faisait 10 ans qu'ils étaient descendus pour l'élite. Et finalement, ils avaient appris avec Pélissier, qui avait fait un beau mercato, Mansengo qui est arrivé, Radou, le gardien, etc. Ils étaient pas loin d'accrocher le maintien, ça avait été trop juste. Et au final, c'est une équipe qui a bien appris en Ligue 2 son retour, qui a bâti avec Pélissier, qui est resté. Et Pélissier, moi je vous le dis, depuis ses débuts à Amiens et Lorient, c'est un coach qui m'a toujours intéressé. Je sais pas combien de temps il restera au Auxerre, c'est quand même un homme fort. Mais Pélissier, un jour le voir diriger une équipe du
top 6, top 7 Ligue 1, je suis quand même, tu vois, petite curiosité, quoi. Je dis pas que Pélissier mérite d'entraîner un AS Monaco, un Olympique de Marseille, mais un Pélissier à Nice après Francaise, écoute, pourquoi pas, hein. J'ai envie de voir ce que ça donne, mais quoi qu'il arrive, très très belle saison avec, je répète, hein, mais des joueurs comme Akpa, Danois que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir, des joueurs qui ont été bien mieux dans l'élite comme Donovan Léon, Gideon Mensah ou Gaëtan Perrin qui est parmi les 10 joueurs les plus décisifs du championnat, qui est vraiment assez fort. Et oui, c'est vrai que Tonkler fait bien de le dire dans la carrière de Pélissier, faut pas oublier Luznac, parce que c'est lui qui avait amené Luznac du National à la Ligue 2 avant qu'il y ait le petit scandale, hein. On peut le dire que c'est vraiment, ils se sont fait mettre à l'envers les pauvres ariégeois, et le club est passé de la Ligue 2 à des régionales DH, je sais plus, ou R1, enfin vraiment ils sont passés de 2ème division à 7ème division, et c'est passé comme une lettre à la poste. Le club a été à l'abandon, alors que voilà, il méritait pas ça, mais Luznac c'était aussi Christophe Pélissier, donc c'est bien aussi de le mentionner. Côté Lensois, waouh, match vraiment sans, très bizarre, je sais pas ce qui s'est passé, un peu inexplicable. Ils sont passés à côté, ils sont tombés aussi sur une équipe bien plus forte qu'eux, mais je le répète, hein, le match, l'aspect défensif, c'est très important. Et là, Lens, autant c'est une équipe qui offensivement a eu du mal parce que leur meilleur buteur c'est Mbalen Zola qui a 6 buts et qui est un petit peu tricard, qui va pas rester. Autant défensivement c'est une équipe qui quand même avait certaines garanties cette saison. Et là c'est vrai que c'est une claque. Alors bon, ils ont été capables d'aller gagner à Brest. Peut-être c'est une équipe qui peut faire un petit peu les montagnes russes. Non, c'est pas la fin de Will Steele. Je pense que Will Steele va rester l'an prochain. À voir un petit peu ce projet en soi, parce qu'on a beaucoup parlé. Les départs de Kuzanov, les départs de Danso, de Samba, il y a eu beaucoup de départs majeurs, à voir s'ils vont pouvoir un petit peu se remettre de tout ça, les Lensois. Je ne suis pas forcément sûr. On sait qu'ils ont beaucoup préparé l'avenir avec des investissements, des jeunes joueurs qu'on n'a pas encore vus, notamment en défense, à voir ce que ça peut un petit peu donner. Par exemple, Jumaba, j'ai bien aimé, et je pense que c'est un joueur qui peut, voilà, c'est un demi-6, s'il reste, ça peut le faire, tu vois. Gradit a prolongé, donc tu as aussi envie de continuer sur certains cadres. Mais attention, si tu as Neil Anaoui, qui est pour moi le joueur le plus talentueux, qui s'en va, là je commencerai à tiquer un petit peu. Après, ce sera un Lens sans Coupe d'Europe. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que c'est ventre mou? Est-ce que c'est plutôt 8ème, plutôt 12ème? Est-ce qu'ils peuvent challenger l'Europe l'an prochain? Je sais pas. Mais on sait que du côté de Gourlian, on a voulu préparer déjà, voilà, évidemment, tout ce qui est droit télé, tout ce qui est aussi vente du club avec possibilité de devenir propriétaire de Bollard pour voilà, mettre le club dans le meilleur état possible pour une possible vente. Mais attention, parce qu'à court terme, il ne faut pas non plus qu'on déshabille totalement cette équipe et qu'elle se retrouve sans argument, sans atout. Après, il y a certains joueurs, j'avoue, j'ai rien contre lui, enfin, mais c'est un joueur que j'adorais même quand il s'était révélé à Bâle, mais Andy Diouf, je reste sur ma faim. Je ne sais pas à quel moment il y aura ce déclic, parce que je pense qu'il a vraiment un profil de joueur qui peut s'éclater en Ligue 1, qui peut s'éclater à Lens, qui a beaucoup de qualité, mais qui n'arrive pas à avoir ce truc pour passer dans une dimension supérieure. Et je reste vraiment... ouais, comme je vous le dis, assez frustré par son évolution. Après, ça reste un jeune joueur. Andy Diouf, c'est un 2003. Enfin, c'est vraiment, pas dire un bébé, hein, mais c'est encore quelqu'un qui peut beaucoup progresser. Mais attention, parce qu'on sait que des fois, ça peut aller vite et que certains, moi, Lens, je suis neutre, hein, mais d'autres qui sont impliqués, qui sont supporters, ne seront peut-être pas aussi patients que moi. Du coup, les amis, on le répète évidemment, prochaine journée de Ligue 1 avec ce Nice-Reims en ouverture. Nice qui peut mettre sous pression pas mal d'adversaires. Le Strasbourg-PSG 17h entre les deux matchs de Ligue des Champions, et surtout Strasbourg qui joue sa place en Ligue des Champions. Ça va être assez fou. Le Toulouse-Rennes, bon, un petit peu pépère, hein, celui-ci c'est vraiment pour la bataille du ventre mou. Le Saint-Étienne-Monaco qui va valoir très très cher. Pareil, à 15h, le Nantes-Angers, avec Angers qui est sous pression. Le Brest-Montpellier, Brest qui peut s'offrir une petite victoire tranquille. Lyon-Lens, voilà, l'OL qui peut faire un gros score peut-être contre Lens, évidemment. Le Havre qui va essayer d'aller chercher des points au Auxerre pour le maintien. Et le Lille-Marseille en clôture de cette belle journée avec deux équipes qui vont jouer très très gros
pour cette course à la Ligue des Champions. Vous connaissez la tradition, on fait le petit 11 de la semaine. Bon, j'ai déjà donné le mien sur hors-jeu, donc pour ceux qui ont suivi hors-jeu, désolé de la répétition, mais je vais garder à peu près je vais garder le même 11. De toute façon, il y a des postes, je pense que vous le savez, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Avec évidemment Bulka dans les buts, à droite, enfin à gauche du coup, Diego Moreira qui a été immense avec Strasbourg, l'homme du triplé qui a mis l'un des bijoux de la saison, le bon vieux Amine Gouiri. Je vais mettre 2 Auxerrois devant avec Perrin et Ado Oneiwu qui a mis un doublé, qui a été très très performant face à cette équipe de Lens. Au milieu de terrain, je mets le bon vieux Coco Tolisso. Je vais mettre Bouanani ici avec son doublé de passe D qui a été vraiment très performant face au PSG. Pour accompagner Tolisso, évidemment, Sanson, parce que doublé, parce que but incroyable et une très grosse perf. En défense, je mets Melvin Bard, qui a été, je le trouve, très solide au parc. J'aurais pu mettre tous les défenseurs niçois, mais c'est vrai que Melvin Bard, j'aime bien ce petit replacement derrière. Je mets Gauthier Loris, que j'ai trouvé vraiment bon. Non, bah du coup, pas ce Loris-là. Malheureusement, ça va pas être lui. Lui, on va le laisser tranquillement aux US, mais ça va être bien ce Loris là. Et puis en défense, pour compléter, il faut juste que je retrouve qui c'est que j'ai bien pu mettre dans cette équipe, avec Alexandro, buteur, et qui a tenu la baraque aussi quand Diakité a failli. Alexandro aussi, c'est quand même solide au possible du côté du LOSC. Donc un beau petit 11, hein. Bulka, Alexandro, Yoris Bard, Bouanani, Tolisso, Sanson, Diegzi Moreira, Perrin, Gouiri, Ado Oneiwu. Bah écoutez, ça m'a l'air d'être un vrai bon 11. Un petit mot sur la magnifique. Alors juste avant, il y a la question de Polo. Nice et Strasbourg LDC, alors que Chelsea et Man U n'y sont pas. On pense à la copropriété. Alors Chelsea peuvent encore y aller, mais c'est vrai que ce serait très drôle de voir les petits frères en Ligue des Champions et les gros qui sont plutôt en Europa League, ou même pas du tout. Après, Manchester United peut y accéder via une victoire en Europa League, il faudra voir. Mais encore une fois, pour ceux qui s'inquiéteraient, mais quand ils vont faire et tout, Red Bull, Leipzig et Salzbourg, on a trouvé des solutions. City et Gérone, on a trouvé pareil des solutions. On a eu également Milan et Toulouse quand ils étaient en Europa League. Redbird, pareil, on a pu se serrer la pince. Et voilà, à chaque fois, on trouve des petites parades. L'UEFA, ils se disent, bon voilà, si vous faites des trucs comme ça, nous, ça nous va. Donc pas de stress, hein, si Strasbourg et Nice veulent aller en Coupe d'Europe. Il y aura également ces possibilités, même dès cette saison, hein, parce que Nice et Manchester United étaient ensemble en Europa League. Donc voilà, pas de pression à ce niveau-là. Et un petit mot sur la Ligue de BKT, bah, c'est vrai que l'an prochain, on aura le plaisir dans nos débriefs de retrouver Lorient. C'est vrai que c'est une équipe c'est une belle équipe, hein, avec notamment Eli Junior Kroupi qui a battu Lorient, qui s'est offert cette montée avec beaucoup de joueurs qu'on connaissait déjà en Ligue 1. Mvogo, Kalou, Laporte, Talbi, Abergel, Ponzo, Yonga, Mohamed Bamba, qui avait marqué beaucoup de petits buts. C'est vrai que c'est quand même un bel effectif pour la Ligue 2. Olivier Pantaloni a su capitaliser là-dessus pour s'offrir la remontée. Donc voilà. Et puis le Paris FC, qui n'a besoin plus que d'une victoire pour accéder à l'élite. On sait que c'est un club qui a tellement galéré en barrage et tout. Et finalement, voilà, sous l'impulsion, vous le savez, du nouveau projet avec LVMH, avec voilà aussi comment il s'appelle, Red Bull. Bah, c'est une équipe qui peut retrouver enfin pas qui va retrouver, mais qui a découvert l'élite. C'est vrai qu'avoir une deuxième équipe parisienne, on disait souvent, mais regardez, à Londres il y a 7-8 équipes, à Madrid il y en a 3-4, à Rome il y en a 2, alors en Allemagne il y a eu 2 fois avec l'Union de Berlin et l'Hertha, mais en France on n'a jamais eu. C'est vrai que c'était un truc, on s'est dit peut-être que ce serait Créteil, peut-être que ce serait les Red Stars, et finalement c'est le Paris FC qui devrait y être. Et c'est vrai, comme le dit Dronos, curieux de voir le futur mercato si le PFC monte directement en Ligue 1. C'est très clairement un truc hyper intriguant. Je suis totalement d'accord avec toi. À voir comment ils vont gérer ça. Et puis c'est vrai que ça fera des ambiances chouettes, hein. À Jean-Bouin, juste à côté du parc, tu auras une autre équipe de Ligue 1. Donc avoir évidemment ce public, avoir les copes, les virages et le mercato. Pareil, hein, si tu as la surface financière, si tu as beaucoup d'attractions, parce que mine de rien, Maxime Lopez puis Jean-Philippe Crasso, déjà c'était 2 beaux joueurs, surtout Maxime Lopez, hein. Je pense qu'on réalise pas que le ramener en Ligue 2, c'est quand même un très beau truc. Et lui, il a dit, voilà, s'ils le font venir, c'est parce que derrière il y a l'idée d'aller en Ligue 1. Et là, voilà, il touche du doigt cet objectif. Et pour terminer sur
le Paris FC. N'oubliez pas, sur Enjeu, j'ai eu le plaisir d'interroger Mario Gomez. Donc vous avez une petite interview sur la chaîne YouTube de Mario Gomez qui est devenu dirigeant, qui est rentré au conseil d'administration du Paris FC. Donc un petit peu l'entendre sur ses objectifs, lui en tant que dirigeant au PFC, sa relation avec Jürgen Klopp qui est aussi impliqué dans le projet. Et évidemment, on a parlé aussi de sa carrière parce que quand on a Mario Gomez en interview, vous en devinez, on a envie de savoir un petit peu ce qu'il avait ressenti sur tout ça. En tout cas, les amis, je vais vous laisser sur ce. C'était un plaisir pour moi de faire ce débrief. Alors voilà, c'est vrai qu'il arrive tard après la journée, mais je me dis que c'était bien aussi de faire un petit point sur tout ce qu'on a vu en Ligue 1 avant ces 3 dernières journées qui s'annoncent électriques. Cette semaine, Ligue des Champions, donc vous en doutez, il y aura du débrief et sur la chaîne et sur hors-jeu. Donc vous pouvez me retrouver après ces beaux petits matchs. Petit prono LDC, moi je vois nul. Moi, je vois le PSG et le Barça se qualifier, et à l'aller, je vois match nul, Arsenal-PSG, victoire du Barça. Voilà, c'est ce que je devine. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Passez un très bon lundi soir, les potes. Profitez bien de votre soirée. Je vous dis à très vite pour d'autres contenus, que ce soit des vidéos, des lives. Vous pouvez également écouter en podcast sur les débris de Scipion, Spotify, Deezer, Apple. On est partout. Passez une très bonne soirée, les amis. Salut.